Salut les amis, bienvenue pour ce débrief du Game 1 des finales NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. On est avec Erwan ensemble pendant 3 quarts d'heure tranquillement pour débriefer tout ça. Comment ça va Erwan? T'es Ça chaud? va très très bien, toujours dans cette période de l'année, on adore. Tout à fait. Et on avait un petit peu de... Certains n'étaient pas spécialement toujours emballés pour ces finales. Je reste persuadé qu'on va avoir des finales intéressantes. En tout cas, on a vu plein de choses ce soir pour ce premier match. Et des ajustements à venir, on imagine. Absolument. Première victoire des Suns à domicile à Phoenix. Il y a beaucoup de choses à dire. On va décomposer ça comme d'habitude avec le déroulé du match, mais aussi les tops et les flops, l'homme du match et les ajustements justement pour l'équipe vaincue surtout, même si les Suns aussi pourraient faire certains ajustements, même si on les a vus plutôt impériaux. Victoire 118-105 des Suns. Je ne vais pas te poser la question, est-ce que tu es excité par cette finale NBA? Parce que on l'est excité comme chaque année. Malgré tout, c'est une finale archi inattendue, une affiche plutôt inattendue, et pourtant on a vu un super match de basket, mais ça c'était à prévoir. Ouais, c'était un très bon match de basket. Deux équipes quand même qui ont fait un run pour arriver en finale. Et donc forcément, ça nous excitait. On a vu un super début de match. La bonne nouvelle d'abord, c'était qu'Yanis jouait. C'est quand même quelque chose d'important. On a vu un super début de match avec des stars au rendez-vous. Pas trop Chris Paul, qui a plutôt été en mode diesel. Pas Shaquille O'Neal, mais plutôt en mode diesel, mais qui est arrivé beaucoup plus, qui est rentré un petit peu plus tard que les autres dans son match, mais pour un final fantastique. Donc non, moi je suis très excité par ce match. Et on a vu des joueurs au rendez-vous. Et c'est toujours important dans cette finale-là. Il y avait beaucoup de joueurs, on l'a dit, qui découvraient ce stade de la compétition. À 99% des joueurs. 99% à part Jake Crowder. Et j'ai vu plutôt des mecs au rendez-vous. On est en direct les amis, on vous lit dans le chat, on va mettre des sondages tout au long de ce petit débrief, on prend vos commentaires pendant toute l'émission, vous nous dites qui est pour vous le meilleur joueur du match, mais d'abord on va commencer sur Yanis, parce que tu le disais, c'était la plus grosse information de ce tout début de match, on l'avait vu à l'échauffement, on était déjà content, puis ensuite on l'a vu plutôt à 100% sur son training tout simplement, et puis dès le début du match, la première action c'est un alley-oop pour Yanis, et là on se dit, ah mais en fait il a jamais été blessé ce mec-là. Bah, là, on a du mal à comprendre quand même comment un mec, on a cru qu'il s'était fait les croisés il y a 4 jours. C'est clair. Aujourd'hui, il peut jouer une finale NBA. Et puis surtout, avoir, comme tu le dis, dès la première action, on va le chercher sur un alley-oop. Et puis même de manière générale, en première mi-temps, sur le premier quart-temps notamment, sur du 1 contre 1, où il va souvent aller châtier, provoquer la défense des Suns pour se rapprocher du cercle, avec notamment quelques dunks bien autoritaires. On s'est dit, mais attends, non seulement il joue, mais en plus il est dominant. Et donc c'était censé changer un petit peu la donne du match. Pas tant que ça, en fait. Ouais, absolument. De toute façon, on a beaucoup parlé justement dans la preview de sa présence ou non. Il est là à 100%, donc les Bucks n'ont aucune excuse. T'as l'impression, tu l'as senti toi aussi, qu'il était à 100%? Ah, il y a eu juste un moment sur une course où j'ai eu l'impression qu'il boitait un peu, mais bon, sur une course, sur tout le match, tout au long du match, je pense qu'il est à 100%. Alors, il y a peut-être une phase de reprise de rythme, entre guillemets, c'est bien normal quand tu as raté plus d'une semaine de compétition, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a aucune excuse. Son genou n'est pas une excuse dans cette défaite-là. Non, C'est la première info. certainement pas. Par contre, dans la gestion du staff des Bucks et de Budenholzer, il joue très peu du troisième quart-temps. Ouais. Donc c'est assez rare de voir Yannis jouer aussi peu sur un troisième quart-temps. Et je me dis que finalement, peut-être est-ce qu'ils l'ont pas mis au frais. Et en plus, ça correspond au moment où les Suns, on va y revenir, font la bascule. Ouais. C'est un drôle de choix que j'ai, pour l'instant en tout cas, pas réussi à comprendre. Dans le début du match, il y avait des trucs qui nous intéressaient à fond, hein, c'est évidemment les match-ups, qui défend sur qui. On était plutôt surpris. On s'attendait à voir Jrue Holiday sur Chris Paul. Pas du tout, puisque Jrue Holiday était sur Devin Booker. Il se rendait à pareil, surtout PJ Tucker qui était sur Chris Paul. Ouais. Alors celle-là, fallait la prévoir. Et vice-versa. Et vice-versa. Fallait la prévoir, celle-là. Ouais, fallait la prévoir. On attendait, on l'avait dit dans la preview, qu'on voulait voir un duel de meneur entre Chris Paul et Jrue Holiday. D'ailleurs, je pense que d'avoir mis Chris Paul un peu planqué défensivement sur PJ Tucker, qui est tout le temps dans les corners, je pense que c'est peut-être une explication à son début de match un petit peu hésitant. On sait que la défense, c'est ce qui te donne parfois le rythme. On a vu Devin Booker en mission défensive directement sur Middleton ou autre. Et Chris Paul, lui, on l'a vu un peu planqué en défense. Et du coup, ce qui peut expliquer peut-être un petit peu ces balbutiements de début de match. Absolument. Et je pense T'es pas aussi. surpris, toi, Si, j'étais très surpris parce que on a vu finalement le duel, on a vu Jrue Holiday qui s'est collé à un moment donné sur Chris Paul. Mais ouais, j'étais plutôt étonné. Après, pendant le match, on se disait, de toute façon, c'est super long un match, donc commencer comme ça pour éviter de prendre des fautes, ça avait du sens. J'étais aussi surpris sur les duels intérieurs. On pouvait penser que Brook Lopez et DeAndre Ayton allaient défendre l'un sur l'autre. Bah, pas vraiment. Brook Lopez était en face de Jake Crowder et Yanis était en face de DeAndre Ayton. Alors, défensivement, d'un côté et de l'autre, ça pouvait s'expliquer. Mais bon, c'était
Voilà, il y a eu des ajustements qui se sont faits. Ils ont commencé comme ça, et puis finalement, les choses se sont un peu remis en ordre. Et puis on a surtout vu beaucoup de changements défensifs côté Bucks, parce que c'est la première info sur la tactique des Bucks, c'est qu'ils ont décidé de changer sur tout. Et quand tu changes sur tout face à une équipe intelligente, bah, elle va toujours chercher le meilleur match-up. Ouais, Et le meilleur match-up, il est sur le grand arbre, Lopez. clairement, j'ai quand même l'impression qu'ils ont que ce choix de changer sur tous les pick and roll, c'est la première info. Pick and roll ou main à main d'ailleurs, hand-off. euh, ils ont quand même, chaque fois, ils ont exposé Brook Lopez. Exposé Brook Lopez défensivement. Le pauvre, chaque fois, sur chaque action, il se retrouvait en bune à bune. D'abord avec Devin Booker, beaucoup avec Devin Booker, puis après en deuxième mi-temps, enfin deuxième quart-temps et la deuxième mi-temps, ça a été face à Chris Paul. Alors il a fait de son mieux, il a été vaillant, mais bon, un grand sgeg comme ça de 2-16 sur les déplacements latéraux, c'est quand même compliqué face à deux des meilleurs joueurs de 1 contre 1 avec une panoplie offensive, le mid-range, le drive, la passe. Et ils n'ont pas vraiment changé tout le match là-dessus. Donc j'ai pas compris ce choix-là, sachant qu'en face, comme tu le dis, Chris Paul c'est un ordinateur, Booker c'est un ordinateur. Ils ont fait mal là-dessus, et même sur le rôle, notamment sur la première Tout à mi-temps, fait. le rôle de DeAndre Ayton leur a causé énormément de problèmes aussi, même si on l'a moins vu dans le troisième quart-temps. C'est vrai que on souligne souvent combien les Bucks sont une super défense, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve qu'ils ont été battus sur ce match globalement, mais le début du match était flagrant, sur des pick and roll assez simples, avec DeAndre Ayton qui était un monstre dans le rôle, avec ses mains, avec son côté athlétique sur des alley-oops. Il arrive toujours à être dans les bons espaces. Quand tu ajoutes à ça les deux là qu'on voit juste devant toi, Chris Paul et Devin Booker, qui sont des monstres de pick and roll, de mid-range et de 1 contre 1 aussi, ça fait beaucoup. Et j'ai eu la sensation que les Bucks, sur cette première mi-temps, n'ont pas trouvé de solution et qu'ils se sont fait battre d'un côté du terrain où ils doivent dominer pour moi. Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est que là, euh, ils ont laissé les deux meilleurs joueurs d'en face se mettre dans leur confort. Et c'est le jeu du pick and roll, et Ouais. c'est se créer des tirs mid-range. Et là, ça m'a surpris, quoi. Tu vois, je pense que Budenholzer, certes, il était concentré sur son périple de l'Est, mais il devait regarder quelques matchs des Suns quand même. Donc oui, Ça, effectivement, c'est clair. j'ai été un petit peu surpris. Et surtout de ne pas s'adapter en deuxième mi-temps. Parce qu'à un moment donné, ils font un petit run. Mais encore une fois, je pense que les Bucks, dans l'ensemble, de toute façon, ont raté leur match, que ce soit sur le terrain, dans la prestation, dans les intentions notamment, mais aussi tactiquement dans ce qui a été mis en place avant-match. Je vois il y a beaucoup de commentaires. Je répète, on est en direct, hein, évidemment, pour débriefer ce match. Et vous revenez beaucoup sur le fait que Yanis n'était pas à 100%. Moi, je dis que, et c'est ce qu'on a dit ensemble, c'est qu'on a la sensation qu'il n'est pas gêné. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est gêné dans son jeu. Je comprends qu'il y a un manque de rythme. Ça nous Une paraît appréhension évident. même. Pourquoi pas une appréhension? Mais quand je vois sa fin de match aussi, où il essaie d'aller contre le cours du jeu, en forçant parfois, c'est ce qu'on attend de lui aussi. J'ai vu un petit tir au début du match, j'ai vu un 3 points. J'ai pas la sensation qu'Yanis ait été beaucoup gêné par son genou. Alors, De là à ce qu'il ne soit pas à 100%, oui, et bah oui. Alors, on va voir des interviews d'après-match qui vont tomber. On va être évidemment très attentif à ce que dit Yanis. Moi, je te rejoins complètement. J'ai pas eu l'impression de voir un mec gêné dans le match. Et quand je vois le début de match qu'il fait, Dunk moi, un je, moment moi, sur je vois un mec, Crowder, je vois un ouais. mec. Tu sais, j'ai vu un Yanis dominant, notamment sur le premier quart-temps. Il y a Captain qui nous dit il a quand même l'air super gêné sur ses appuis. Il y a Pulco Grenade qui nous dit no way qu'il était à 100%. Yanis, ça se voit sur certains appuis et séquences qu'il a quand même moins d'assurance sur ses appuis et son agressivité. Salut tous les ostéopathes du chat. Hein. Mais c'est intéressant de vous avoir en Oui, tout cas. clairement. De toute façon, on en discute ensemble. On continue d'aller dans ce match-là. Et évidemment, il y a des mecs qu'il faut sortir. Devin Booker a été très très fort. Et Chris Paul a eu, à un moment donné, un peu comme sur ce run de playoff, des moments de grâce, j'ai envie de te dire. Ou dans les 1 contre 1, on parle des ciblages, mais le 3 points avec la faute encore, avec une faute de Brook Lopez qui arrive dans ses pieds. Ça, c'est des moments des moments de grâce, j'ai envie de te dire. Ouais, il met 16 points dans le troisième quart-temps. Il est monté en régime. Dans le quatrième, il n'a pas eu besoin de forcer. Mais premier quart-temps, je suis très inquiet, moi. On se le dit d'ailleurs. Hein. Ah oui. Moi, je vois dans ses choix, je vois des mains râpeuses, je vois des jambes flagadies. Dans le premier quart-temps, tu veux Ouais, dire. dans le premier quart-temps, je vois des mains qui glissent, je vois des jambes molles, comme on dit à Marseille. Je vois un regard un peu flou. Je me dis, comme quoi les finales NBA, c'est pas une légende quand tu découvres ça. Ouais. Et je l'ai dit, je pense que le fait qu'il soit en plus pas tout de suite mis dans le rythme défensif en étant planqué dans le corner sur PJ Tucker, il a mis du temps à entrer dans son match. Par contre, après 2-3 paniers avec un petit peu de réussite ou de toucher, c'est selon, avec des paniers qui tapent un peu et le ballon qui tombe dedans.
Il a eu une petite séquence de 6 points d'affilée, puis après il fait un deuxième quart-temps où là complètement on sent qu'il est rentré dans son match, et puis derrière il fait un troisième quart-temps où Yanis est sur le banc et lui clairement il va jouer Brook Lopez. Et là des tirs à 3 points exceptionnels, il va faire jouer les mecs et puis c'est lui qui crée le premier gros écart du match. Est-ce que pour vous, Chris Paul est l'homme du match? Est-ce qu'on peut en citer un autre ou est-ce que Chris Paul est clairement l'homme du match? Il y a une stat qui est sortie à la fin. Là. C'est le troisième joueur de l'histoire à marquer 30 points ou plus dans un match de filet NBA à 36 ans ou plus. C'est une stat complètement folle comme les Américains aiment, mais c'est pour souligner combien il a respecté, enfin il a respecté, il a été au niveau de l'événement. Pour moi c'est l'homme du match, même si j'ai adoré le premier quart-temps et la première mi-temps en général de Devin Booker, mais petit à petit Devin Booker a manqué a pêché dans l'adresse, notamment l'adresse à 3 points. Mais il a fait beaucoup de choses. Je l'ai vu défendre encore une. Vraiment, j'ai Ah ouais, l'évolution de ce mec-là. c'est clair. Quand je le vois se mettre des pelées défensives. Mais Chris Paul, quand même, je pense que sur la longueur du match, a eu beaucoup moins de déchets au niveau de l'adresse. Même s'il a perdu des ballons, on n'avait pas l'habitude de le voir. Je reste persuadé que c'est quand même lui, à un moment donné, qui a dit allez, venez tous avec moi, les amis. Et c'est moi qui vais vous emmener sur cette première victoire. On retourne au déroulé du match. Il y a un moment donné où tu te disais les Suns sont à plus 20. Et là, on se dit oh là 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 là, on va pas vous mentir. Il y a un moment donné, on était plus focus sur le Argentine-Colombie demi-finale de Copa América que sur le match. Enfin, c'était surtout pendant les temps morts. Mais il y avait un vrai écart. Mais ce qui est bien dans le basket, c'est que quand il y a un écart, en général, il y a un temps mort et qu'il y a un run de notre équipe. Les Bucks sont restés vivants en ce match. Ils sont rapprochés rapidement. En plus. Les Bucks sont restés vivants. Ils ont fait un choix. Enfin, mais peut-être trop tard, de jouer small ball. Tout à fait. Ils ont Enfin, fait un small ball. Jouer small sans ball. Brook Lopez. Voilà, ils ont joué sans Brook Ouais. Lopez. Ils ont remis Yanis donc en pivot. Et ils ont joué plus petit en mettant Bryn Forbes avec beaucoup de shooters autour. Ça leur a permis de revenir à 9 points. Monty Williams a sorti Ayton un court moment pour voir si on pouvait répondre au small ball. Il a dit non, finalement, il a remis Ayton, il a plutôt bien fait. Et à ce moment-là, quand il passe à plus 9, ben Bryn Forbes, je trouve qu'il s'invente un peu une vie. Il prend 2 tirs très rapides, très compliqués, alors que tu peux leur mettre la pression, revenir sur les 6, à 6 points ou en dessous. Et il va prendre des tirs très compliqués. Et moi, à 5 minutes de la fin, ça me pose un problème que des seconds couteaux comme ça prennent des tirs. Évidemment, tu peux prendre des tirs ouverts après 3-4 passes sur un travail collectif. Prendre des tirs en première intention quand tu es Bryn Forbes, que tu es en train de te faire rouler dessus, que tu reviens sous les 10 points, ça m'emmerde un peu et ça me conforte dans le fait que les Bucks ont raté ce match et que beaucoup trop de joueurs ont été pris par l'événement un petit peu. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que Middleton n'est pas très bon, n'a pas d'impact sur la première mi-temps. Et que dans ce moment, justement, où il y a plus 20 et que franchement, on se dit, oh là là, ça va être un blow-up. Il remet dedans. Là, il les remet dedans avec de l'adresse. On l'a vu plusieurs fois pendant ces playoffs avoir des coups de chaud. Il finit à 29 points avec des pourcentages corrects. 5 3 points marqués, 12 sur 26. Et à un moment donné où il porte son équipe. Mais j'aurais aimé qu'on insiste encore plus sur Middleton. Là où je te rejoins, c'est que quand ils sont sous les 10 et qu'il y a moyen d'eux, il y a toujours ce moment dans le basket où tu peux avoir un petit momentum. Alors oui, il y a Devin Booker qui met un énorme 3 points à un moment donné, et puis quand ils font un rapproché dans le quatrième quart, il remet un tir. Le 3 points, le seul du match d'ailleurs de Devin Booker qui prend, c'est suite à un tir de merde Tout à de fait. Bryn Forbes. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est pour ça que moi j'aurais aimé que Middleton soit. Qu'on lui donne encore plus la balle. Je dis pas qu'il l'a pas eu, mais qu'à un moment donné, dans ces moments charnières, ce soit lui qui fasse la décision, comme il l'a fait très bien sur les 2 derniers matchs contre Atlanta. Surtout que tout au long des playoffs, il a montré qu'il pouvait avoir des crises terribles et ramener ou en tout cas faire gagner son équipe. Et pour donner le ballon dans les mains, surtout que c'est un mec, s'il est doublé ou si on donne trop d'aide, il est capable d'être dans le passing game. Donc là, j'ai pas compris. Je te dis, moi, Bryn Forbes, alors oui, on va pas lui tomber dessus, le pauvre. Il met un 3 points, il est un peu en confiance, mais la discipline, le spacing des Suns, pareil, ça m'a sauté aux yeux. Encore une fois, le spacing, chacun dans son rôle, on s'est pas inventé. On a vu des Cam Johnson, on a vu des Michael Bridges attendre leur tour. Pourtant, ils étaient plutôt dans des bons soirs. Là, je trouve que le spacing des Bucks, alors on sait qu'il y a moins de spacing chez les Bucks que chez les Suns, mais on s'est un petit peu marché dessus, on s'est précipité par moments. Bah, on se précipite parce que tu as le troisième larron dont on va parler, il va revenir dans les tops et les flops. Drew Holiday fait un match cataclysmique, tout simplement. Il est dominé défensivement et on sait combien sa défense est importante pour cette équipe des Bucks. Son pourcentage au tir, il est cataclysmique. Et le spacing vient de lui et de Middleton. Pat Connaughton est capable, Bryn Forbes est capable, mais en tout cas, sur toute la durée d'un match, c'est par son biais, son scoring aussi sur pick and roll et à l'opposé quand Giannis est bien pris, que les Bucks peuvent s'en sortir. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait contre Atlanta. Donc là, quand je vois ces stats-là, et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il a raté des trucs que d'habitude lui met, même des 3 points après dribble. Comme on le sait, on le dit souvent, c'est que les Bucks
pour battre les Suns à domicile avec un Booker et un Chris Paul très fort et un DeAndre Ayton très fort, donc leur Big Three, où il n'y a aucun qui passe au travers. Yanis, 100%, pas 100%, peu importe, mais il est qu'à 20 points finalement. Il doit être à 30. Voilà, alors qu'il a 30 quasiment de moyenne. Middleton remplit les cases, mais derrière, avec un Holiday à ce niveau-là, Quoi qu'il arrive, il gagne pas. c'est pas possible. Voilà. C'est pas Ah, possible. Alors, défensivement, il a toujours des cannes. Il a essayé de mettre un peu de jus, de se rattraper comme il pouvait, parce que c'est un mec qui garde toujours la tête levée et qui a toujours la bonne attitude. Il perd des ballons, il replie. Donc, mais à un moment donné, il peut pas passer. Je disais, toutes les stars ont été plutôt au rendez-vous, sauf une, et lui particulièrement. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit émotionnellement qu'il ait été pris parce qu'il laisse rien transparaître. Il passe à côté. Par Comme contre, ça peut arriver. il passe à côté, il a pris une porte baie vitrée, plein fer. En tout cas, vous êtes tous d'accord. Hein. Drew Holiday, scandaleux. C'était pas Drew Holiday, c'était Aaron Holiday ce soir, bien sûr, tout à fait. Aaron Holiday qui est un bon joueur. Tout à fait. On préfère True Holiday. Oui, True Holiday ou cette superbe blague de Tom tout à l'heure. Oh, Drew est en vacances. Voilà, c'était vraiment, il fallait que je la cite tellement. Elle nous a fait rire. Tom Servino. Qu'est-ce qu'on a rigolé, Tom Servino, Servino, le bilingue. Ah ouais, tout à fait. Il fera Qu'est-ce bientôt qu'on a un ri spectacle en franglais. Absolument. Holiday portait bien son nom ce soir. Tu vois, Lyon Camer 88, lui aussi, il est d'accord avec ça. Tom Servino cherche des auteurs, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV. C'est clair, c'est clair. Il y a Jérémy qui dit Giroud, alors je relis, attends, Giroud devra se replacer car là, la grosse case de défense passe par lui et si ça ne marche pas et ne se réveille pas sur la série, risque d'être un peu Il y a courte. beaucoup de joueurs chez les Bucks qu'on a vu pendant ces playoffs avoir des impacts défensifs. Drew Holiday le premier, j'ai pas senti d'impact défensif. Je l'ai vu mettre 2-3 séquences, mais ce truc de changer systématiquement sur pick and roll, pour des mecs qui sont forts dans les jambes et dans le dribble comme ça, de changer sur les mains à main et sur les pick and roll, ben ça te coupe un peu dans ton duel direct. Donc ça, il faudra peut-être revoir. Et puis il y a un mec, PJ Tucker. On l'a vu quand même on l'a vu face aux Hawks, on l'a vu face aux Nets, même si Durant l'a fourni, on sentait que PJ Tucker, il avait un impact défensif. On sentait un impact défensif, une vraie présence. Ce soir, PJ Tucker n'a pas de présence, n'a pas d'impact. Il faudra vraiment revoir ce truc de changer systématiquement. Je pense que je ne suis pas persuadé. Alors, on peut changer sur certains joueurs, pas sur tous. Je pense sur Booker et Chris Paul, en fait. Voilà. Les autres, on peut en discuter, mais Chris Paul et Booker, et ça va nous amener vers les coachs. Il faut faire des choix clairs, et le choix clair, pour moi, il ne peut pas être changé. En fait, tu ne peux pas avoir ni Portis, ni Brook Lopez sur ces mecs-là. Ça peut arriver de temps en temps, mais ça peut pas être 5 actions d'affilée où Brook Lopez, il est là, il se donne autant qu'il peut, mais au bout d'un moment, il peut rien faire sur les petits mecs. Il l'a envoyé au feu. Hein. Et ça m'a fait penser à qui? À un pote de Nico, d'ailleurs, on embrasse Nico qui nous regarde. À Zubac. À Zubac, qui est archi ciblé. Et contre qui, il peut rien faire contre les petits qui dribblent. Là, ils ont fait, attends, bouge pas, pick and roll, vas-y, viens. Ok, merci, allez, viens, toi, maintenant. Bam, 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 mais ça va, quoi. Bah, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, et puis il y a 10 points d'écart. Ah ouais, bah d'accord. Bien joué les mecs. Donc ça nous amène vers les coachs. Donc, et on se pose la question dans la preview. Tu disais avantage plutôt Bud. Avant ce match-là, après un seul match, là, après le premier match, qu'est-ce qu'on dit des coachs? Moi, je trouve que, et c'est ce qu'on dit dans la preview, c'est que les Suns font ce qu'ils ont fait toute la saison. Je te dis, ce grand spacing, balle aux deux stars et aux deux génies, on peut dire, que sont Chris Paul et Booker. DeAndre Ayton au service de la course, de la dureté, du rebond, très important. La lutte au rebond, qui est censée être un énorme avantage des Bucks, ben, clairement, la lutte est équilibrée et ça doit être un énorme avantage Bucks. Donc, ils ont joué sur leur force, ils ne se sont pas inventés. Maintenant, les Bucks, mais ça a été comme ça souvent un petit peu dans ces playoffs-là, ben, ils mettent le nez, hop là, on a pris un coup sur le nez, on perd le premier comme face à Atlanta, et on va se réadapter après. Bud a montré qu'il pouvait se réadapter, mais c'est vrai que dans la préparation des séries, j'ai l'impression qu'il a tout le temps besoin d'en prendre une petite sur le coin de la joue pour se dire « Ah, peut-être que je vais changer 2-3 trucs ». Moi, ce que je vois, c'est que, et cette photo démontre parfaitement, c'est que j'avais donné avantage à Monty Williams pour un truc clair, c'est que contrairement à Bud, Monty Williams prépare ses séries à chaque fois de la meilleure des manières. Parfois, il y a des équipes qui reviennent. On a vu les Clippers être capables de les embêter, mais on a vu les Lakers à un moment mener 2-1. Mais sur la continuité de chaque série, évidemment, ils gagnent, donc c'est facile de dire ça. Mais en tout cas, moi, je vois leur préparation et je vois surtout une équipe qui a beaucoup de certitudes. Et encore une fois, ce soir, on a vu les certitudes. Les match-ups très bien gérés, absolument. Les seconds couteaux, Dario Saric, dès le début, malheureusement, sur un drive, il se fait mal au genou, on craint le pire, et c'est quand même leur pivot remplaçant. Ça, il lance même pas Kaminski derrière, donc... Il est rentré un moment sur un lancer franc. Très peu, donc même pas touché la balle. Il fait vraiment un match énorme, et ils jouent petit. Parmi mes certitudes, et c'est pour ça que moi je donne beaucoup de crédit à Monty Williams,
après une victoire forcément, mais c'est dans la performance des joueurs. Tu le disais, il n'y a aucun joueur qui passe à côté. On pouvait s'y attendre pour Booker, on pouvait s'y attendre pour Chris Paul. On peut parler de DeAndre Ayton pendant 5 minutes. DeAndre Ayton a été incroyable, stat extraordinaire, 22 et 19 à plus de 70%. Et cette stat, la comparaison à Lew Alcindor à l'époque, qui, lors de son premier match pour les filles NBA, avait marqué 31 points, pris 17 rebonds, et lui aussi était à plus de 70%. Belle comparaison. Comparaison incroyable. Est-ce que tu trouves pas même que DeAndre Ayton, dans le troisième quart-temps, alors qu'il correspond au grand moment de Chris Paul, on l'oublie presque. Ah, on l'oublie complètement. On l'oublie en attaque. Voilà. En attaque. Les Suns l'oublient. Les Suns l'oublient en attaque, et ça ne change rien à son comportement. Ça, c'est Il continue à faire des allers-retours. Tout à fait. Après, Chris Paul va le rechercher de nouveau sur du pick and roll, mais il a des moments comme ça. Quand ils ont pas besoin de lui, ben, il est capable de se faire plus discret en attaque, de moins toucher la balle. Et quand ils ont besoin de lui, par contre, il est toujours là disponible, avec une attitude irréprochable. Franchement, le match que fait DeAndre Ayton, pareil, ça, pour Budenholzer, ça va, en tout cas, lui causer pas mal de soucis parce qu'il va falloir aussi régler ce problème-là. Ce qui est dingue, c'est que parmi les forces des Bucks, ça doit être l'agressivité, le rebond défensif-offensif, la domination et les points dans la raquette. Et leur poste 4, côté Suns, c'est Jay Crowder, qui est capable de défendre, d'embêter, mais ça reste un ailier qui défend sur des grands. Et qui souffre au début du match, DeAndre Ayton est le seul intérieur de métier, et à lui tout seul, il arrive à tenir Brook Lopez, Bobby Portis et Giannis. Et ça, quand même, c'est une prouesse qui est complètement folle. Les points dans la raquette, c'est équilibré. Les rebonds, légère avance de 4 rebonds pour les Bucks. C'est pas assez. Les Bucks, s'ils veulent avoir une chance, ils doivent être à plus de 10 rebonds. On doit avoir des contres. On doit avoir une domination physique de taille s'ils veulent avoir une chance. DeAndre Ayton, là, il fait un match mais extraordinaire. Et le petit peu, c'est quoi? C'est une faute de frappe ou Non, c'est point in the paint. Point in the paint. Donc ça va exactement dans ce sens-là. C'est pour ça que Tom nous a mis ce super tableau. C'est que DeAndre Ayton, à lui tout seul, a tenu la dragée face à un double MVP, face à un Brook Lopez expérimenté, et ainsi de suite. Je reste persuadé que Brook Lopez, et on l'a vu en l'absence de Giannis là, sur la fin de série face aux Hawks, et on l'a vu dès le début du match que Brook Lopez, même s'il les tient à un moment donné, il les maintient par de l'adresse extérieure, ce grand sgeg est un fort joueur près du cercle et qui crée des problèmes. Et je crois que l'associé, à un moment donné, ils ont décidé de jouer small ball sur la réalité de ce match, quand tu es mené de 15 points, pourquoi pas? Mais je crois que pour la suite de la série, il va quand même falloir aligner les deux et livrer un vrai combat PITP, comme dit Tom, dans la raquette et le gagner absolument. À la manière Bucks. Moi, ce qui m'embête, c'est que Giannis n'était pas là. On a vu Brook Lopez se rapprocher du cercle. Faire du Giannis. On rigolait avec Dwight Howard dans le corps de Brook Lopez. Là, on veut absolument laisser toute la raquette que pour Giannis. Moi, je continue à croire, comme tu viens de dire, que c'est pas la bonne tactique. La tactique des Bucks, ça doit être de mettre un maximum de densité avec leurs joueurs dominants dans la raquette. Mets-moi les deux. Alors, je ne dis pas qu'il est tout le temps dans la raquette à attendre. Il faut parfois laisser de l'espace à Giannis. Mais qu'il soit à 8 mètres, ça n'a aucun sens. Ah, mettez-moi des mecs qui vont prendre des rebonds offensifs, jouer des ballons lobés qu'ils ont tenté en première mi-temps. Ils ont raison de le faire. Il faut insister là-dessus. Il faut jouer des high-low, il faut jouer des positions basses, il faut jouer des fautes comme ça, il faut jouer des coudes. Si tu ne passes pas par ça, tu ne gagneras pas. Surtout que c'est leur game. C'est leur game. Ils n'ont pas les Chris Paul et les Devin Booker qui sont les créateurs. Ils ont Drew Holiday qui est capable. Ils ont Drew Holiday qui est capable, mais qui est quand même plus irrégulier un petit peu que Chris Paul. Moi, je crois que leur grosse qualité, et c'est ce qu'on fait qu'ils ont battu les Nets aussi, malgré les blessures, c'est imposer un combat physique. Alors oui, Brook Lopez et Giannis, évidemment, dans le spacing, on se marche un peu dessus. Mais moi, c'est Brook Lopez, il tourne un peu autour, mais que par contre, il rentre au rebond offensif et que tu vois ce grand mec qui a le torse au cercle avec ses gros bras de bûcheron arriver au rebond offensif. Mais crois-moi que sur premier carton, deuxième carton, au milieu du troisième, tu commences à tirer la langue quand tu vas arriver ce camtar, à dire oh là, il faut que je fasse un écran de retard encore sur lui. Non mais et ça, c'est la méthode Bucks. On sait que les Bucks doivent livrer, c'est pas le plus beau basket, ils doivent livrer un combat, ils doivent faire mal physiquement à leur adversaire. Ce soir, je trouve que les Bucks n'ont pas assez fait mal, à l'image du PJ Tucker, à l'image de Drew Holiday, et à l'image aussi de cette agressivité au rebond offensif. Tu l'as dit, il n'y avait que DeAndre Ayton, et il a régné à lui tout seul face à tous ces mecs qui sont censés amener de la dureté. Vous êtes dans les commentaires en train de nous dire que le problème de Brook Lopez, c'est défensivement. On a beaucoup parlé tout à l'heure, où les Suns
ciblait clairement Ah, mais Brook Lopez. si tu changes tout le temps, c'est un problème. Tout à fait. Si tu changes plus et que tu fais du contrôle et que le mec passe au-dessus et que tu fais tout pour pas changer sur Booker et Chris Paul, Je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution. Parce que de toute façon, Brook Lopez est trop lent pour être très haut sur le terrain. Il y a un droit entre-deux, d'essayer de il faut être en drop, faut être là, Ouais. faut être bon, Voilà. faut bien gérer le tu as le truc. droit d'essayer de le protéger un peu plus sur pick and roll. Ah, Là, ils l'ont pas protégé, Ah, ils l'ont envoyé pas au feu protégé, hein. complet. Là, ils lui ont dit allez, vas-y, grand. Il a pris des crosses, Voilà. il aurait pu tomber. À un moment, hop, il y a des feintes de Booker, il saute alors que c'est un arbre, ne saute jamais, mon grand. Non, ça c'est sûr. Mais sauf que si, à partir du moment où il est sur le terrain, faut qu'il ait un énorme impact, du coup, pour équilibrer sa défense, peut-être, mais qu'il ait un énorme impact physique en attaque. Ah, mais oui. Ça nous paraît évident. Mais c'est au début, Il faut qu'il passe avec lui. Quand Crowder défend sur le début, il fait des grands traversées de terrain, on va le chercher sur des ballons lobés, il met des petits hooks, il provoque des fautes. Et ça, ils l'ont pas assez fait. Parce que ça, au début, oui, c'est bien au début, mais ça paye vraiment quatrième quart-temps quand tu fais mal, quand ça commence à être dur. Mais le problème, ils ont arrêté de le faire. Absolument. Autrement que côté Big Three chez les Suns, est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez mettre en avant? Parce qu'ils ont été, tous les petits mecs autour ont été très bons. Enfin, très bons, ont été bons. On peut faire un package global. Donc, on a parlé de Michael Bridges. Cam Johnson fait une super rentrée, met de la filoche, met 2-3 belles séquences défensives sur Yanis. Donc, énorme critique. Cameron Payne met le feu. Donc, le banc, de manière générale, le second unit, a graillé terriblement aussi le second unit des Bucks. Et on avait mis avantage d'ailleurs Suns pour le second unit. Ça s'est confirmé aujourd'hui. Alors, c'est un match à domicile. C'est un match où les leaders sont très bons, donc c'est toujours plus facile de Évidemment. briller quand tes meneurs tes leaders sont très bons. Il n'y a pas de conclusion hâtive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu un match des Suns comme j'en ai vu beaucoup pendant ces playoffs. Maîtrisé, avec une œuvre collective où tout le monde est concerné, où tous les mecs qui rentrent sur le terrain ont un impact. Il y a Torrey Craig qui a un petit peu moins de temps de jeu, qui a été un peu plus en souffrance parce qu'il s'est notamment mis sur Middleton au moment où Middleton était plutôt dans Il a mis un cross incroyable. Ouais, il a mis un cross terrible. Au moment où Middleton était plutôt bien dans ses baskets. Mais voilà, quoi, ça c'est un détail. Moi, je trouve vraiment, encore une fois, les titulaires ont fait le taf et dès que les mecs sont rentrés, il y a eu un impact. Le banc, en général, a répondu présent, nous dit Raphaël. Il y a Cédric qui dit Cameron Payne avec son shoot chelou. Ah, ça, clairement, chelou de fou, mais le gars est performant. L'important, c'est que ça tombe dedans. Il met 5 points d'affilée à un moment donné, notamment avec un 3 points, et il leur fait du bien. Il met 2 lay-ups aussi dans la fin de match, dont un magnifique sur la planche, et puis une petite pénétration à droite finissant main gauche. Il y a Corpo qui dit Payne versus Tig, c'est dur. T'as pas tort, mon pote. T'as pas tort. À partir du moment où Cameron Payne est dominant dans tous ces match-ups, va falloir se poser des questions aussi. Jean-François, on l'appelle. Tant qu'il est pas meilleur que ça, on va l'appeler Jean-François. Il a une meilleure carrière et tout, mais là, aujourd'hui, oui. sur la réalité de ces playoffs-là, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir Cameron Payne dans son équipe que Jeff Teague, évidemment. Même si ça me fait très mal au cœur de le dire. Absolument. Allons voir vite fait l'homme du match. On a dit que c'était Chris Paul. On est tous d'accord pour ça. Donc l'homme du match, c'est Chris Paul. Allons sur les tops et les flops de ce match-là. Et vous allez voir qu'on va retrouver justement notre ami CP3 qui découvrait donc les finales aujourd'hui et qui les a découvert en toute tranquillité. On en a beaucoup parlé. Devin Booker aussi, on a parlé des leaders. On peut revenir, Tom. Oui, vas-y. On en a parlé, mais le début de match de Devin Booker, parce qu'on le dit, Chris Paul sort. Et je crois que c'est le premier à sortir dans la rotation. Et comme Devin Booker a pris l'équipe sur ses épaules, défensivement, il a fait le taf. Mais il jouait tous les ballons, il a kické, il a marqué. Il a fait, on était tous les deux, on se disait, ah ouais, il est bien rentré dans son match. Il a été incroyable sur cette partie où Chris Paul n'est pas là, où il score sur du mid-range. Il lâche 2 passes main gauche, comme ça, une ligne de fond magnifique pour un tir externe. Il est incisif, tu le vois aller au lay-up, tu le vois être fort, quoi. Être fort dans la tête, être déterminé. Ouais, c'est clair. Il fait des débuts de match des superstars, voilà, des arrières, comme Kobe et ainsi de suite, là où, vas-y, tu sais, ça dure pendant la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il y a Chris Paul qui prend le relais. Mais ouais, c'est lui le daron, quoi. C'est lui le daron. Il provoque des fautes. Il provoque absolument. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est l'énorme différence de lancer franc tiré. Alors je vais retrouver la petite stat parce qu'elle est complètement folle. D'un côté, vous avez donc nos amis des Bucks qui sont à 9 sur 16, sachant qu'ils sont à 2 sur 4. Au tout début du match, tu as Yanis qui tire 4 lancers francs, il fait 2 sur 4. Et pendant une longue période, il n'a pas. Finalement, ils sont à 6 à la mi-temps. Alors qu'en face. En 6 à la fin du troisième quart-temps. À la fin du troisième quart-temps, alors qu'en face, ils sont à 19 sur 19 à ce moment-là, les Suns. Ils finissent à 20 sur 25 au lancer franc. Ça, c'est une stat énorme quand on parle d'agressivité, quand on parle de domination intérieure. C'est parce que les Suns ont juste dominé cette équipe des Bucks. Mais ouais, il est. Franchement, Devin Booker, je ne sais pas où il va s'arrêter, quoi. Moi, la maturité qu'il dégage
lui et au pluriel pour les Suns, elle m'impressionne énormément. On a... Je pense que Budenholzer et son staff, ils vont pas bien dormir cette nuit. Hein. Ils ont Ah bah j'espère, hein, ils ont perdu. parce qu'ils ont beaucoup de choses quand même à rectifier. Mais c'est pas la première fois que je le dis pendant ces playoffs-là, et notamment sur les débuts de série. Alors, les Bucks ratent souvent leur début de série, mais je trouve que les Bucks, encore une fois, sur ces playoffs-là, alors ils finissent bien, vaut mieux bien finir que bien commencer et mal finir, mais ils se sont trompés de combat encore ce soir. Peut-être. On a vu les jeunes côté top. Allons sur les flops. Et on va retrouver malheureusement Drew Holiday. Hein, Drew Holiday Ah, qui, on l'aime beaucoup, mais qui a été malheureusement catastrophique, on peut le dire. On adore Drew Holiday. Il nous a habitués à parfois être un peu en dessous sur les perfs individuels. Il a toujours réagi. Il a été très bon sur des fins de série. Donc on va pas l'enterrer maintenant. J'ai aucun doute sur le fait qu'il réagisse sur le deuxième match. La défense pick and roll, par contre, c'était vraiment un énorme flop. Et ça peut être un flop très important contre les Hawks, parce que les Hawks, ils ont parfois réussi à se réadapter, mais s'il n'y a pas la blessure de Trae Young, je ne sais pas ce qui se serait passé, hein, vu comment ils défendent sur le pick and roll, nos amis des Bucks. c'était réadapté au match 2, on se souvient, avec Brook Lopez qui faisait du contrôle un pas, et qui avait rajouté un pas de plus, allez, 1 mètre, parce qu'un pas de, on va dire 3 mètres, là, tellement entre l'autre il est géant, mais on se souvient que Brook Lopez, par rapport au match face aux Hawks, par rapport au match 2, il avait rajouté un petit peu de pas et réduit les espaces pour la lecture de triangle. Maintenant, la gestion du pick and roll de Booker et triangle et de Chris Paul, pour moi, elle est différente de celle de triangle. Triangle, on sait que c'est ou du tir à 3 points ou du flotteur. Ils sont pas là-dedans. Booker Ils sont et Chris Paul. un peu quand même. Oui, mais ils vont chercher. Ils vont chercher ces mid-range un peu fadeaway et tout. Aussi. Ce que Triangle fait moins. Il a son flotteur. Donc il y a quand même, ça reste où il faut contrôler d'un entre-deux. Certes. Ça reste l'entre-deux. Donc je suis très curieux, je suis impatient d'être à jeudi soir pour voir comment ils vont se réadapter, parce que je vois pas comment ils peuvent continuer à changer comme ça, parce que déjà je sais même pas comment ils l'ont fait aussi longtemps, ou d'ailleurs même pire, je vais aller plus loin. Comment ils se sont dit dès le début du match, tiens, on va changer. Absolument. On retourne sur les flops vite fait pour voir le troisième, Tom, s'il te plaît. Pour le redécouvrir ensemble, pour ceux qui l'ont raté, comme moi, du coup. Merci, Tom. Le secteur intérieur, on l'a dit, et ça va nous amener sur la question des ajustements pour le match 2 côté Bud. Parce qu'on se pose évidemment pas la question côté Monty Williams. Je pense qu'ils vont faire le même match. Le plan est tellement limpide que je vois pas pourquoi est tellement maîtrisé que je vois pas pourquoi il changerait. En revanche, côté Bud, dont on parle depuis tout à l'heure, il y a pas mal de choses à changer. Pas mal de choses à changer. Sachant que, on l'a pas dit, mais tu as perdu un match à l'extérieur sur un match 1, il n'y a pas péri dans la demeure. Ce qui compte, c'est aller chercher un des 2 premiers matchs pour récupérer l'avantage du terrain. Pour moi, il faut jouer grand, abîmer DeAndre Ayton, le mettre en faute. Il ne peut pas passer son match à gambader comme ça, avec un grand smile, à faire des finitions, à rayonner au rebond comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Si DeAndre Ayton est aussi rayonnant que ce qu'il a été sur le match 1, avec les 2 oiseaux, c'est mort. Il faut qu'il lui mette une guerre, il faut qu'il lui mette dans des. En plus, ils ont perdu sa reach. Je suis pas sûr qu'il revienne au match 2. Ça avait l'air vilain son genou. S'ils mettent DeAndre Ayton en foul trouble, ils peuvent créer des vrais problèmes à Monty Williams, qui là va devoir trouver des nouvelles solutions. Tant que l'autre, il est comme ça, gambader, mettre des pics, rouler, mettre les points quand il faut, rayonner au rebond, c'est pas possible. Il faut que Lopez et Antetokounmpo et Tucker aillent le provoquer par du drive, sur du rebond offensif. Il faut lui faire tirer la langue. Et sans ce grand-là, ils vont peut-être changer un peu le game plan. On est d'accord que si tu es Bud, tes 5 premières attaques du match 2, elles sont sur le joueur qui attaque sur Ayton. Ça peut être Yanis, ça peut être Brook Lopez, mais en tout cas, tu lui donnes du post-up, tu lui donnes du pick and roll, tu te démerdes. Mais le but, au-delà de marquer et tout, c'est que ce mec-là soit sur le banc rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi, c'est ce que je ferais à fond. Hein. Ce que je ferais à fond. Ils ont réussi à s'en sortir contre Atlanta parce qu'ils sont recentrés sur des valeurs de vas-y, à la niaque, on n'a pas Yanis, putain, on va y aller parce qu'on est plus grand, plus costaud et tout. Là, ils se sont fait dominer par un seul mec. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui est bien, c'est qu'une série, c'est très long et que tu peux faire des ajustements. Maintenant, il y a quand même une discussion aussi à avoir avec Drew Holiday, hein, parce que si tonton Drew, et ils l'auront, bah tiens, regarde, super, je pense qu'ils l'auront, et Drew Holiday, quand il va regarder son match, il va se dire, putain, bon bah, ouais, je suis passé à côté. Je pense qu'il le sait, là, c'est pas... Drew Holiday passe à côté, c'est pas genre, ah là, tu t'es... Non, bien sûr, bien sûr. C'est un joueur plutôt intelligent, qui sait rebondir, on l'a vu d'ailleurs pendant ses playoffs. Moi, la vraie interrogation que j'ai, et puis il sera revanchard, donc c'est toujours intéressant des joueurs un peu revanchards, la vraie question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le détail sur pick and roll, côté Bucks? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la solution, là, à partir du moment où Brook Lopez est sur le terrain,
on l'a dit, tu dois faire un pas de plus, ne pas changer, On n'en change tu ne dois plus. pas changer. Donc, tu changes pas, en tout cas, tu essaies de pas changer parce que on dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ton défenseur numéro 1 sur Chris Paul, si c'est Jrue Holiday, eh ben, il se démerde pour rester. On l'a vu être capable sur la fin de match de passer avec les écrans. Et si c'est Booker, c'est la même chose. Surtout, on en revient, si c'est pas Eaton qui pose les écrans, ce sera plus facile de ne pas changer et de garder que si c'est Eaton qui est sur le terrain, qui a un buff et qui pose des vrais écrans. Ça me Donc, paraît. Ouais, grave. provoquer, mettre Eaton dans le sortir de son confort, c'est déjà pour la lutte du rebond, tout ça, c'est une bonne chose, mais c'est aussi lui le plus gaillard qui va poser les écrans. Parce que si tu te retrouves à faire des écrans avec Michael Bridges ou avec Cam Johnson, c'est plus le même délire. C'est plus le même délire, c'est moins gaillard, c'est moins impactant, et tu peux plus, pour des mecs trapus comme Jrue Holiday, passer avec. Voilà. Il y a Raphaël qui nous dit, avez-vous remarqué la différence de presse sur tout terrain des Suns? Ce n'est pas le même défenseur sur le porteur de balle en zone arrière et en zone avant, du coup. C'était très malin. L'objectif était juste d'orienter l'adversaire pour casser l'ouverture du jeu. J'ai pas fait attention. Donc c'était quoi? C'est sur la remise en jeu, par exemple, c'est Chris Paul qui prenait Jrue Holiday. Une fois qu'il passait la ligne, c'est un autre joueur qui prenait. J'ai pas fait attention. Écoute, je remettrai le match comme je fais souvent et je serai plus attentif à ça. Mais bonne remarque. Très bien. Il y a Seb qui nous dit, si Ben n'arrive pas à s'adapter en cours de match, ça va être très compliqué. S'adapter entre les matchs, c'est bien. Ce sera déjà un point positif déjà. Mais S'adapter c'est en en match, c'est cours mieux. de match que ça pourrait faire la différence, là où Monty y arrive bien mieux pour l'instant. Alors en NBA, c'est pas la culture NBA trop ça. Hein. C'est pas vraiment la culture NBA. Et Bud, même quand Triangle l'a détruit sur pick and roll, il a regardé se faire détruire sur pick and roll. Il a dit OK, bon, entre les deux matchs, il a changé. Mais oui, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. ça, on est souvent frustrés. Que Tyrone Lue nous a rendu fous pendant 2 matchs et demi à se faire détruire par Luka Doncic qui changeait sur Zubac pour dire à la mi-temps du match 2, du match 3, alors qu'il frôle le 3-0 pour dire bon, on va arrêter avec Zubac, on va jouer petit, Nico, tu vas faire ça. Ouais, hop, et là, ça marche. Mais voilà, c'est la NBA, des fois, c'est un petit. On comprend pas toujours tout, mais en tout cas, on a hâte de voir les éventuels ajustements du staff des Bucks. Il y a Captain qui dit qu'il faut arrêter de switch comme quand Lopez est sur le terrain. Absolument, on est d'accord. Sinon, il faut faire jouer beaucoup moins Brook Lopez et jouer à fond small ball côté Bucks. Moi, là-dessus, jouer le small ball. Au jeu du small ball, les Bucks sont perdants. Les Bucks, pour moi, doivent gagner à la manière des Bucks. Et la manière des Bucks, c'est de faire mal. C'est pas de jouer small ball vite, bien. Ils ont, oui, Yanis qui va vite, il faut courir évidemment, il faut lui donner à manger là-dessus, sur le jeu rapide. Il n'empêche que les Bucks, leur grosse force, c'est qu'à un moment donné, tu peux mettre 5 mecs, c'est des buffs. Il y a 4 mecs qui sont très impactants au rebond offensif. Et là, c'est un rouleau compresseur. C'est ça le jeu des Bucks, c'est ça le style des Bucks. C'est pas de s'adapter à jouer small ball, à vouloir jouer un jeu qui n'est pas le leur. Chaque fois qu'ils l'ont fait, face aux Nets, ils ont été menés 2-0, ils ont été dos au mur. Face aux Hawks, ils se sont fait peur. Les Bucks doivent gagner à la manière des Bucks et c'est jouer dur. Une dernière question un peu plus globale. Après un match, nous dit Jérémy Parr, vous vous attendez à quoi? Une série qui va se jouer plutôt sur les titulaires ou sur la profondeur des deux équipes? Une finale NBA, ça se joue surtout à chaque fois. Jordan en 92 contre les Blazers, à un moment donné, match 6, ils se font marcher dessus par les Blazers. Phil Jackson, il fait hop, les 5 dehors, hop, les 5 du banc sur le truc. Hop, 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 les mecs reviennent. Hop, merci les remplaçants, vous êtes revenus. Jordan, Pippen, vous allez finir le match. Une finale NBA, on le sait, c'est un tout. Et la réalité d'un match change souvent, mais au final, chaque victoire, c'est une victoire de moins à avoir pour soulever un titre. Donc pour moi, tout sera important. Très bien. Je réfléchis à ma dernière question. Erwan, elle est globale. Tu avais dit que si Yanis n'était pas sur le terrain, avantage Suns. Si Yanis est disponible, il l'est, avantage plutôt Bucks. Après un match, est-ce que tu réavises ton jugement? Non, alors non, parce que sinon c'est trop facile de chaque fois après un match. Parce que je pense que les Suns ont fait le match qu'ils devaient faire. Je pense que les Bucks n'ont pas fait le match qu'ils devaient faire. Et je crois qu'au jeu physique, athlétique, je me répète un peu, mais pour moi c'est vraiment cette clé-là, les Bucks se sont trompés de combat. Les Bucks n'ont pas fait un match qui leur permet de pouvoir être champion NBA. Mais par contre, on sait que ces Bucks-là reviennent de très loin. Souviens, mener 2-0 face aux Nets, aller gagner le match 7 sur le parquet des Nets. C'est une équipe qui a dû mener par les Hawks, vont gagner le match 6 chez les Hawks. C'est une équipe qui sait aller gagner à l'extérieur quand ils sont dos au mur. Je vais rester là-dessus. Par contre, il va falloir se recentrer sur ce que vous savez faire et arrêter de vous inventer des vies. L'énorme différence avec les Hawks, l'énorme différence avec les Nets, c'est que les Suns sont à 100%. Alors, oui, ils ont perdu Darius Saric, C'est vrai. il n'y a pas de souci. Mais leurs 3 meilleurs joueurs sont sur le C'est vrai. terrain, leurs Intéressant. titulaires n'ont pas bougé. Moi, après un match, j'ai juste eu les confirmations de tout ce que j'attendais de voir. C'est que les Suns,
je suis presque sûr qu'ils ne perdront pas à domicile. Alors, je m'avance énormément en disant ça, mais je trouve qu'il y a une atmosphère dans la salle, il y a une espèce de dame dans cette équipe, autour du coach et tout, qui vont leur permettre d'arriver à 2-0 à Milwaukee. Et à l'extérieur, ils sont capables de. Donc, t'as raison. Tout va dans ce sens-là pour l'instant. Est-ce que tu penses que les Suns peuvent faire encore un meilleur match que ce qu'ils ont fait ce soir? Bien meilleur match. Oui, parce qu'il y a une stat qui est folle et que d'ailleurs on n'a pas soulevé, c'est que cette équipe, cette équipe des Suns a gagné un match en étant à 11 sur 34 à 3 points, 32%. Sur le même match, les Bucks sont à 44%, 7 sur 36. Donc c'est une stat qui est folle, c'est qu'on n'a pas vu un grand match d'adresse, on n'a pas vu un match complètement fou, on n'a pas vu on a eu des moments de run forcément, mais on n'a pas, tu sais, comme contre qui, peut-être contre les Clippers. Je sais plus, contre les Clippers, contre les Lakers, il y a un moment donné sur un carton où ils mettent un 25-0, tu sais, waouh, la salle elle est en délire, c'est vraiment un truc de ouf. Je ne l'ai pas senti aujourd'hui, ils ont eu un match maîtrisé, et donc, ouais, ils sont pas sur un nuage sur ce match-là. Non, ils sont pas sur un nuage, mais par contre, ils font quasiment... Oui, ils sont maladroits, mais ils font dans la gestion, dans tout, il y a très peu de fautes. Comme sur tous les playoffs. Moi, j'ai l'impression quand même que les Bucks aussi sont passés à côté de leur match. Absolument. Dans plein d'aspects du jeu. C'est vrai. Donc je me dis que peut-être dans la bascule, je vois plus les Bucks faire un meilleur match que ce qu'ils ont fait ce soir, plutôt que les Suns être encore meilleurs que ce qu'ils ont fait sur ce match-là. Ouais. Bon, on aura la réponse. Ce qui est bien, c'est qu'on a la réponse dans 48 heures. Absolument, puisqu'on est mercredi matin plutôt, pour ceux qui se réveillent, et mardi soir pour ceux qui ont suivi la finale avec nous. Là, le prochain match, c'est donc jeudi soir. Même dispo, on est ensemble dès la fin du match. C'est encore une fois à 3h du mat. Ce sera encore à Phoenix, donc ce sera ici. Comme toujours, avec vos commentaires, avec des petits sondages, avec aussi, pour ceux qui regardent sur YouTube, eh bien, les replays qui est dans la foulée. D'ailleurs, j'espère, Polo, que tu as enregistré. Là, très bien. Ça m'arrange quand même parce que j'aimerais bien me coucher plus rapidement que si je dois télécharger la vidéo, mon Polo. Mais en tout cas, on se retrouve jeudi pour ce match 2. On verra si les Suns sont capables de réitérer une performance et on verra surtout si les Bucks sont capables de faire un énorme match pour répondre. Et je peux te dire, il vaut mieux parce qu'aller retourner chez toi face à ces Suns-là, mener 2-0, je veux bien que tu l'aies déjà fait dans ces playoffs-là. Mais à un moment donné, quand même, tu as le droit aussi d'arrêter de te mettre tout le temps dans la merde. Série. Voilà. En début de série, tel des Clippers, voilà. qui finalement se sont fait battre à un moment donné à ce jeu-là. Voilà, exactement. C'est un très bon exemple. Absolument. Bon, en tout cas, c'était très cool de vous suivre ce premier match. C'est un super match de basket. On se retrouve jeudi, les amis, comme toujours. On se suit sur les réseaux sociaux, les différents canaux pour discuter et débriefer de tout ça demain, plutôt dans l'après-midi, comme ça on va aller se coucher. On vous souhaite à tous une très bonne fin de nuit, début de nuit. Je sais pas comment dire. On sait jamais comment dire. On sait jamais. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée de mercredi. Ciao, à jeudi les gars.